Bonjour, bienvenue dans cette deuxième partie sur le chapitre cinétique chimique. Alors après avoir découvert les facteurs cinétiques et la catalyse en première partie, nous allons parler du suivi cinétique, c'est-à-dire les méthodes pour suivre l'évolution de la transformation chimique au cours du temps. Première méthode, nous pouvons utiliser la chromatographie sur couche mince pour effectuer un suivi temporel. Alors on va effectuer différents prélèvements à différents instants du milieu réactionnel. La réaction est stoppée lorsqu'on dépose le mélange sur la plaque de chromatographie et on va avoir un instantané, en quelque sorte, de l'évolution du milieu par comparaison avec les réactifs et les produits qui sont présents ou qui sont attendus dans le milieu réactionnel. Donc la fin de la transformation, elle est atteinte lorsqu'il n'y a plus d'évolution significative du système chimique, c'est-à-dire lorsque les quantités de matière des réactifs ou des produits n'évoluent plus. S'il y a un réactif limitant, eh bien celui-ci, si la réaction est totale, le réactif limitant doit disparaître et donc sa quantité de matière finale doit être nulle. Donc si sur la plaque de chromatographie, on fait un dépôt du réactif limitant, eh bien on va pouvoir comparer avec le mélange réactionnel. Si on obtient une tâche à la même hauteur, c'est qu'il y a toujours du réactif limitant et lorsque cette tâche disparaît, c'est que la réaction est terminée puisque le réactif aura disparu du milieu réactionnel. Donc on voit bien ici au cours du temps, la tâche correspondant au réactif qui diminue, ça signifie que la réaction est en train de se dérouler. À l'inverse, si on a la possibilité d'avoir le produit obtenu par comparaison, eh bien on voit qu'il y a une tâche qui apparaît à la même hauteur que ce produit. Donc ici, comment estimer la durée de la transformation? Eh bien, on voit qu'il reste du réactif à t égale 30 minutes et que la tâche du réactif a disparu à t égale 45 minutes. Donc tout ce que nous pouvons avoir ici, c'est un intervalle qui nous dit que la durée de transformation est donc entre 30 minutes et 45 minutes. Si on veut améliorer la précision de cette méthode, eh bien, il faut effectuer davantage de prélèvements entre 30 et 45 minutes tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'il en est justement? On a parlé de l'évolution des quantités de matière, de réactifs et produits. Et donc, par définition, on rappelle qu'un réactif voit sa quantité de matière diminuer lors de la transformation, tandis que la quantité de matière des produits vont augmenter. Alors, si on représente graphiquement l'évolution des quantités de matière en fonction du temps, eh bien, dans le cas d'un produit, on va avoir une courbe croissante. Dans le cas d'un réactif, une courbe décroissante. On peut également représenter l'évolution de l'avancement au cours du temps. Et dans ce cas-là, on obtiendra une courbe de même allure que les produits, c'est-à-dire une courbe croissante. Lorsqu'on s'approche de la fin de la transformation, eh bien, les quantités de matière n'évoluent quasiment plus dans le milieu et on va voir que les courbes vont suivre des asymptotes horizontales dans le cas des produits, des réactifs ou de l'avancement. Alors, petite remarque sur les réactifs, la quantité de matière de réactif ne sera nulle à la fin de la transformation que s'il s'agit du réactif limitant ou si les réactifs sont introduits en proportion stoichiométrique et à condition que la réaction soit totale. Si on n'est pas dans le cas d'un réactif limitant, on va voir que la courbe va suivre une asymptote horizontale, mais qui n'est pas ici l'axe des abscisses, qui va être une droite d'équation y égale constante. Là, à la fin de la transformation, on va avoir un suivi comme celui-ci. Alors, comment utiliser ces courbes pour évaluer la durée de transformation? Eh bien, grâce à ces courbes, nous allons définir ce qu'on appelle le temps de demi-réaction. Le temps de demi-réaction, qu'on notera T1,5, c'est la durée au bout de laquelle l'avancement est égal à la moitié de l'avancement final de la transformation. C'est-à-dire que l'avancement à T1,5 est égal à XF, avancement final, divisé par 2. Donc, ce temps de demi-réaction, on va le déterminer par lecture graphique. Ici, vous avez l'exemple d'une courbe d'avancement en fonction du temps. Donc, on voit bien ici l'asymptote horizontale que suit la courbe à la fin de la transformation. Donc, on va tracer cette asymptote pour faire une lecture, tout d'abord, de l'avancement final. Ici, l'avancement final est de 1,8 millimol. Donc, on va diviser cette valeur d'avancement par 2 pour obtenir l'avancement à T1,5. En divisant par 2, on trouve 0,9
millimoles, on place XF sur 2 sur le graphique, on projette sur la courbe X en fonction du temps, et on va faire une lecture en abscisse de T1,5, le temps de demi-réaction. Ici, environ 1,2 secondes. Alors, on peut utiliser également les courbes d'évolution des quantités de matière en fonction du temps, puisque ces grandeurs sont dépendantes de l'avancement et sont même proportionnelles à l'avancement. On varie en fonction proportionnelle de l'avancement. Maintenant, on peut utiliser n'importe quelle grandeur qui varie et qui dépend de l'avancement. Et donc, on peut également, si on le souhaite, utiliser par exemple l'absorbance dans le cas d'une espèce colorée, puisque l'absorbance est proportionnelle à la concentration et la concentration est proportionnelle à la quantité de matière. Donc, la courbe d'absorbance, on peut effectuer un suivi cinétique par spectrophotométrie. On obtient l'absorbance en fonction du temps. Vous voyez qu'elle a la même allure que les courbes que l'on vient d'étudier. Donc, dans ce cas-là, on voit que l'absorbance va en diminuant. Ça signifie que l'on étudie l'évolution d'un réactif. C'est un réactif qui est l'espèce colorée. Comment est-ce qu'on va lire la valeur, le temps de demi-réaction sur ce graphique? Eh bien, ici, l'avancement de départ est de 2. Alors, on va simplement expliquer aussi qu'à T1,5, eh bien, la moitié du réactif limitant aura été consommée et la moitié des produits formés. Donc ici, puisqu'on voit que l'absorbance tend vers 0 à la fin, ça signifie qu'on est en présence du réactif limitant. Si l'absorbance de départ est égale à 2, eh bien, la moitié du réactif aura été consommée lorsque l'absorbance sera égale à 1. Donc ici, on peut tracer eh bien, l'absorbance maximale divisée par 2 et par lecture graphique, ensuite, on projette sur la courbe d'absorbance en fonction du temps, on fait une lecture en abscisse et ici, on va pouvoir lire également T1,5. À quoi va nous servir le temps de demi-réaction? Eh bien, il va nous permettre d'estimer également la durée de transformation. Donc, on peut estimer que la durée d'une réaction chimique, c'est environ 7 fois le temps de demi-réaction. Donc, c'est une valeur qui varie en fonction des livres. Parfois, vous trouverez 5 fois, parfois 10 fois, ou entre 5 et 10 fois. Bon, une bonne estimation, c'est multiplier T1,5 par 7 pour avoir la durée de réaction. Un exemple ici, on avait mesuré environ 1,2 secondes. Si on multiplie par 7, ça fait 8,5, 8,4 secondes, donc 8 secondes et demie. Si on se place à 8,5 secondes, on voit ici que la courbe est très proche de l'asymptote finale et donc effectivement les quantités de matière ne vont plus beaucoup évoluer. De la même manière pour l'absorbance ici, si on a une estimation à peu près à 150-160 secondes, on multiplie par 7, ça fait environ 950, à peu près 1000. Un peu plus de 1000. Donc ici, si on se place à un peu plus de 1000, 200, 400, 600, 800, 1000, on voit pareillement qu'on est très proche de l'axe des abscisses de l'asymptote finale, ici. Dernière remarque, eh bien, si on regarde l'allure des courbes d'évolution des quantités de matière ou de l'absorbance ou de l'avancement en fonction du temps, eh bien, ces courbes vont évidemment dépendre des facteurs cinétiques ou de la présence d'un catalyseur. Alors, comment est modifiée cette courbe? Eh bien, lorsque la courbe atteint plus rapidement le palier, ça signifie que la réaction s'est déroulée plus rapidement, elle s'est terminée plus vite, donc la vitesse de réaction est plus grande et la durée de réaction, elle, sera plus petite. Donc, on peut comparer les deux ici. 1, c'est avec sans catalyseur, 2, c'est avec catalyseur. Et donc, avec catalyseur, on atteint plus rapidement l'asymptote. Donc, la vitesse de réaction a été plus grande et la durée de réaction plus courte, plus faible. Une remarque par rapport à ce qui avait été dit en début de chapitre sur les facteurs cinétiques et la catalyse. Vous voyez qu'on ne modifie pas l'état final de la transformation. Voilà, l'état final, que l'on soit avec ou sans catalyseur, on va obtenir la même quantité de matière ici d'ester dans ce cas-là. Ce qu'on a modifié, c'est uniquement la vitesse de la réaction.